Bonsoir et bienvenue sur Mediapart Live pour notre premier débat d'une longue soirée. Un premier débat consacré au remaniement. Non, je déconne, on va être ce soir le premier endroit, la première télé de France où on ne parlera pas de spéculation inutile et dérisoire sur un remaniement qui devrait survenir au mieux d'ici ce week-end, peut-être dans 2 ans, on verra, on ne sait pas. Ce n'est pas notre sujet ce soir, ce qui nous intéresse, c'est car nous avons quand même décidé de parler un petit peu de En Marche, de la République En Marche, du marchisme, selon comment les uns et les autres l'appellent, puisque nous allons revenir sur une étude tout juste parue, publiée par le CEVIPOF, auprès du think tank Terra Nova, une étude sur l'anatomie du mouvement En Marche. Pour en parler avec nous, nous avons le plaisir de recevoir Bruno Cottresse. Bonsoir. Bonsoir. Qui est donc l'un des co-auteurs de l'étude, chercheur CNRS au CEVIPOF, au Centre d'études de la vie politique française. À ses côtés, Anne-Laurence Peutel, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes députée LREM des Bouches-du-Rhône et c'est davantage à ce titre que vous avons fait venir ce soir. Vous êtes également membre du bureau exécutif de La République En Marche depuis novembre 2017, après en avoir été une animatrice locale à Aix-en-Provence, si je ne m'abuse. Enfin, pour parfaire ce plateau, l'excellent Manuel Jardineau, journaliste à Mediapart, qui suit avec brio l'actualité du parti et du groupe majoritaire à l'Assemblée. Tous les quatre, puisque je vais m'inclure dedans quand même, nous allons revenir donc sur cette étude et justement interroger un petit peu, au bout d'1 an de pouvoir, où en est un peu le parti macronien. Et donc, on va s'appuyer sur un petit peu l'étude, cette anatomie du mouvement. Alors, pour faire vite, et vous allez me corriger, Bruno, ou pas, mais en gros, c'est une enquête indépendante, mais réalisée grâce à la mise à disposition du fichier des adhérents d'En Marche, à qui a été envoyé un questionnaire. Et de cela, on va passer un peu sur la méthode un peu compliquée, un échantillon de 8815 personnes, ensuite redressé à 8000 et quelques, je n'ai oublié, à qui a été envoyé plus de 112 questions. Et donc cet échantillon représentatif de 390 000 adhérents de La République En Marche. J'en viens à ma question, c'est sur la notion d'adhérent. Est-ce que pour vous, le politiste, habitué à ausculter la sociologie partisane, de partis, on va dire, de l'ancien monde, c'est-à-dire des partis avec des adhérents, des réunions de section, du travail de terrain, des congrès fédéraux, et voire des congrès nationaux ensuite. Est-ce que c'est pas un peu compliqué? Est-ce que c'est pas un biais, ou alors, si ça l'est, comment on le contourne, de s'interroger sur un adhérent qui, là, en l'occurrence, ça peut être moi ou Manuel, puisque d'ailleurs, je pense qu'on doit être considéré comme tel, puisque pendant la campagne, on a mis notre nom, on a rentré notre nom, nous aussi, sur le site En Marche pour avoir les infos, pour être informé comme journaliste. Mais c'est tout. Après, on pourrait faire partie de cet échantillon, l'un dans l'autre. Est-ce que c'est pas un peu compliqué, cette notion d'adhérent en un clic, quand on parle de sciences politiques? C'est pas vraiment le problème. Je dirais qu'au fond, nous, ce qui nous a intéressé, l'objectif de la recherche, c'est justement de comprendre ces transformations de la notion d'engagement politique. La République En Marche n'est pas la seule organisation politique en France. On peut parler de la France Insoumise également. Elle n'est pas la seule organisation politique en Europe qui repose sur cette nouvelle démarche par rapport à ce qu'il convient d'appeler un adhérent. C'est-à-dire que c'est une démarche qui est effectivement plus du tout la même démarche que lorsque les partis politiques reposaient sur l'engagement, déjà la contribution financière. Il faut quand même se rappeler que l'engagement dans un parti politique de type ancien, on va dire, c'est un engagement qui repose sur une adhésion, une cotisation. Cette cotisation n'est pas forcément à la portée de tout le monde non plus. Quand le Parti socialiste, en 2007, au moment de la campagne de Ségolène Royal, décide de faire des adhésions à 20 €, on voit d'un seul coup qu'il prend un tiers d'adhésion en plus. Donc il y avait quand même, voilà, on se situe nous dans l'analyse de ce ressourcement, de ce renouvellement, de ces nouvelles formes du rapport à l'engagement politique et globalement dans un contexte général, pas seulement français, qui est un contexte de redéfinition de ce que veut dire s'engager. Depuis 15-20 ans, peut-être même un peu plus, la sociologie politique a montré que les citoyens étaient sans aucun doute de moins en moins idéologues et partisans et de plus en plus des défenseurs de causes, parfois ponctuelles, pendant quelques engagements, le temps d'un engagement. J'avais été très marqué un jour par une recherche faite par un jeune chercheur et qui disait qu'au fond, quand il interrogeait des gens qui en étaient venus à défendre la cause animaliste,
défendre les droits des animaux, il avait des militants qui étaient passés par toutes les nuances, des fois de l'engagement à gauche, à l'extrême gauche, et puis qu'un jour finalement considéraient que le plus révolutionnaire après tout, c'était de défendre l'animal. Donc on voit qu'on a de plus en plus un engagement qui est un engagement peut-être de plus courte durée, plus ponctuel, plus sur des causes, peut-être reposant moins sur la conviction ancrée, chevillée au corps pour toute une vie, et donc forcément correspondent à ces nouvelles formes de l'engagement, de nouvelles formes de l'organisation et du mouvement politique. Donc évidemment, sur la question méthodologique que vous posez, ça pose une question bien évidemment très pertinente et intéressante. Nous, on a souhaité faire une anatomie, une description de ce que nous avions, évidemment, les cas de figure de personnes qui, par exemple, comme vous le seriez, se seraient inscrites à La République En Marche, à En Marche, au moment de sa création, pour suivre, simplement pour être informées. Elles peuvent tout à fait être dans notre échantillon, évidemment. Sinon, on aurait un filtre qui lui-même va introduire un autre biais. Par contre, vous allez être classé, évidemment, dans la catégorie des adhérents qui sont des adhérents dormants, qui n'ont aucune activité pour le mouvement. Un jour, éventuellement, vous deviendrez potentiellement peut-être plus intéressé. Ou peut-être pas. Mais cela dit, ça pose quand même la question, parce que on ne peut pas prendre comme argent comptant, ça vaut, comme vous l'avez dit, également pour la France Insoumise qui revendique 500 000 clics, mais on ne peut pas prendre pour argent comptant l'idée qu'il y ait 390 000 adhérents à La République En Marche. En fait, ça pose la question, je me tourne vers Manuel qui a écrit des récents papiers sur le sujet où il a interrogé, sondé, pas au sens du sondage, car à Mediapart... on est plutôt contre les sondages, mais pas contre les études scientifiques, mais qui a sondé la base dans de récents articles sur une estimation à peu près de militants actifs. On tournerait autour de 40 000 plutôt. Je vous poser la question ensuite. C'est vrai que c'est compliqué. Alors, je voulais juste rebondir là, sur la façon aujourd'hui où on s'engage en politique, et on peut mettre en parallèle la France Insoumise et En Marche. Quand Christophe Castaner fait sa rentrée au mois de septembre, il parle des 400 000 adhérents. Évidemment, 400 000 adhérents, c'est effectivement, moi aussi, je suis adhérent. Donc ça sert aussi quand même à un discours politique. C'est ça, je trouve ça intéressant de dire, voilà, on est le plus grand parti de France, on a 400 000 adhérents, non, on a 400 000 personnes qui ont laissé leur adresse e-mail, sans en tout cas militer, ni être forcément engagés dans un militantisme politique. Ensuite, effectivement, ça pose la question, qui est réellement engagé dans ces 400 000 ? Qui est militant, même si c'est en termes de militantisme, alors après, on en reparlera à la carte pour des projets citoyens, pour juste cliquer et follower une députée, par exemple, qui est une forme de militantisme dont vous parlez. On peut estimer, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le regardais, et puis avec des discussions que j'ai pu avoir avec certains responsables, autour de 40 000, qui est en fait le chiffre de personnes militantes qui ont participé à la Grande Marche pour l'Europe. Qui est le grand rendez-vous militant depuis les élections. C'est à peu près 40 000 le nombre de personnes qui sont allées toquer aux portes pour questionner les Français, sachant qu'on ne sait pas s'ils ont toqué à 3 portes ou à 2500 portes pendant 3 semaines. Là aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait interroger. Je voulais juste, pour conclure, rappeler que, par exemple, le week-end dernier, le Parti communiste, qui a fait voter ses adhérents sur la base commune, qui sera le texte discuté lors du Congrès, a réuni 45 000 votants quasiment, pour un parti qu'on peut appeler de moribond dans le langage commun politique, et que le Parti socialiste, pour son dernier congrès, il y a eu pas loin de 40 000 votants, un peu moins, entre 35 et 40 000. Un parti qu'on peut qualifier de super moribond. De super moribond, ouais. Donc voilà, je trouve intéressant de remettre les ordres de grandeur, ou en tout cas de ce qu'on sait sur La République En Marche et de l'engagement des militants sur le terrain par rapport aux 400 000 qui sont revendiqués et qui sont des inscriptions. On pourrait dire. Anne-Laurence, peut-être, est-ce que vous, au bureau exécutif, vous avez des chiffres plus affinés que c'est juste 390 000 cliqueurs? On n'est pas en train de compter et de faire de l'arithmétique avec nos adhérents, non. Par contre, quand on parle de la Grande Marche pour l'Europe et quand vous parlez de simplement voter pour un parti, la démarche est totalement différente. Aller faire du porte-à-porte, ce n'est pas évident pour un adhérent. Et quand vous arrivez à mobiliser, alors vous dites à peu près 40 000 personnes qui vont taper à des portes, non, c'est pas moi qui le dis, c'est autre chose que de cliquer ou d'aller voter pour un parti. C'est beaucoup plus difficile, ça veut dire qu'il y a une vraie démarche d'engagement.
Donc, je pense que si demain, on leur demande, on les consulte pour les faire voter, il y aura beaucoup plus que 40 000 personnes, c'est une évidence. Par contre, arriver à mettre 40 000 personnes sur le terrain, frapper à 250 000 portes, recueillir 80 000 questionnaires, oui, c'est le seul parti qui peut faire ça aujourd'hui, le seul mouvement qui peut faire ça aujourd'hui. Ça, c'est clair et net. Bruno Cotterêts, pour rebondir un peu, la question que vous vous posez, elle est évidemment extrêmement importante et pertinente. Je répondrai que pour justement étayer votre raisonnement, on a besoin d'études telles que celles qu'on a faites. Et par exemple, on a, nous, créé des catégories de types d'activités au sein de La République En Marche. On a 11% de marcheurs que nous qualifions d'hyperactifs, d'hyper-engagés, on va dire. Si on rapporte aux 400 000, ils correspondent à peu près à vos 40 000, qui sont, au fond, ceux qui sont les premiers au front, ceux qui vont se mobiliser pour les campagnes, etc. Mais une organisation politique, et ce n'est pas seulement La République En Marche, ça a été montré par les travaux de sociologie politique depuis très longtemps, une organisation politique, c'est différents cercles concentriques. Au moment d'une campagne électorale, elle va mettre à contribution beaucoup les plus engagés, les plus actifs, mais il y a besoin aussi de tout le réseau des autres types d'adhérents. On a 47% d'adhérents qui sont tout simplement actifs, on a 30% qui sont peu actifs, et puis on a 12% qui sont des adhérents dormants, donc dans lesquels on va trouver effectivement les gens qui se sont inscrits pour voir simplement ce que c'était. Mais toute organisation politique, elle a ses différents cercles concentriques, et c'est une ressource essentielle pour une organisation politique que d'avoir ces différentes strates, ces différentes sociologies aussi. Ce n'est pas les mêmes profils, évidemment, qui s'engagent. Et ça, c'est une ressource qui est tout à fait essentielle pour une organisation qui ne pourrait pas, sinon, sur la base des seuls segments les plus actifs, engager des campagnes, gagner des élections. L'une des originalités de La République En Marche dans ce que nous avons observé, parce que l'enquête n'a pas été que quantitative, elle a un volet qualitatif, avec des entretiens en profondeur faits avec des marcheurs. On leur a demandé les ressorts de leur adhésion. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont franchi le pas, qu'ils ont décidé de devenir adhérents de La République En Marche? Et là, on voit des choses très intéressantes. On a des gens qui n'avaient jamais eu d'engagement auparavant, qui avaient été engagés dans l'associatif, dans la société civile, qui trouvaient que dans les organisations politiques traditionnelles, ils ne trouvaient pas leur compte. On a aussi des anciens adhérents de formation politique. On peut, grâce à notre étude, documenter quelles sont les traces laissées par, entre guillemets, l'ancien monde dans le nouveau, qui vient de la gauche, qui vient de la droite, qui s'identifie encore à la gauche et à la droite. Et vérifier effectivement ce sentiment qu'on a, nous, comme observateurs, mais qu'on voit transparaître dans l'étude, que c'est quand même les plus expérimentés qui forment l'essentiel des cadres organisationnels d'un parti d'inexpérimentés. Bien sûr, c'est une tendance de toute organisation politique. Je pense là aussi que ça vaut pour toute organisation en général et en particulier une organisation politique. Elle va avoir tendance, bien évidemment... Rarement, il y a d'autres partis, les cadres dirigeants du parti. Alors là, on en a. Le délégué général de La République En Marche vient effectivement de notre parti. Et alors, pour continuer sur la singularité un petit peu sociologique alors moi je vais dire militants pour essayer ou répondant en tout cas au questionnaire, on voit émerger. Alors vous parlez de 5 grandes familles, enfin, en réalité 4, puisqu'il y en a une qui est assez résiduelle, entre les progressistes libéraux, les progressistes égalitaires, les conservateurs libéraux et les modérés conservateurs. On est quand même sur un nuancier qui va du centre un peu à gauche au centre un peu à droite, quoi, ou plus à droite, quoi. C'est clair que le groupe le plus important, on a chiffré son importance à 31%, ceux que nous avons appelés les progressistes libéraux. Moi, je les ai qualifiés dans notre étude un peu de cœur du macronisme. C'est le cœur du macronisme parce qu'à la fois, ils sont ceux qui sont le plus en phase ou le plus proches du double message qui est à la fois libéral, économique, libéral sur les questions de société, et aussi quand on regarde l'homogénéité, l'hétérogénéité, est-ce qu'ils se ressemblent, etc., c'est le groupe qu'on a identifié qui est composé le plus d'adhérents qui se ressemblent les uns aux autres, donc c'est un peu le cœur ou le pilier, on va dire. On voit qu'à côté de ce pilier, on a effectivement un nuancier, qui est un nuancier de centre-gauche et de centre-droit. Évidemment, par exemple, si on est un ancien républicain et qu'on vient adhérer à La République En Marche, on n'a pas le profil d'un adhérent républicain de type ciottiste ou wokéiste. On est chez des républicains qui ont, par exemple, pas mal voté Juppé
lorsqu'ils ont participé à la primaire de la droite et du centre. 64% des 42% ayant voté à la primaire de droite ont voté Juppé. Voilà, donc effectivement, je pense que votre image est assez bonne. On est sur un nuancier, mais ce nuancier, il est très important parce qu'on aurait pu penser, et ça pour moi c'est une des grandes découvertes de cette recherche, et en même temps une des grandes interrogations politiques pour La République En Marche, c'est à terme, qu'est-ce que ça va être un marcheur ? Qu'est-ce que c'est exactement un marcheur ? C'est-à-dire, est-ce qu'un marcheur, c'est quelqu'un qui a définitivement abandonné les oripeaux de ses anciennes valeurs politiques, de ses anciens engagements, ou est-ce qu'au contraire, un marcheur, ça va continuer d'être un peu un mix, un kaléidoscope, peut-être une sorte de caméléon qui, selon les circonstances, peut appuyer un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Ça pose vraiment cette question sur qu'est-ce que va être, dans les années qui arrivent, cette organisation politique qui, pour le moment, porte encore pas mal la trace des différentes ou des différences idéologiques qui composent, qui traversent La République En Marche. Il y a du ciment aussi qui colle tout ça de manière assez forte. La question de l'Europe, ça c'est sûr que c'est l'organisation politique où le marqueur européen est très très fort aujourd'hui en France, mais aussi les questions de tolérance culturelle. Alors on y reviendra sur l'Europe, on finira ce plateau avec ça, sur cette question. Mais Madame Petel, est-ce que vous, quel regard vous apportez à cette cohésion idéologique de centre-gauche, centre-droite ? Est-ce que pour vous, c'est vraiment un socle, comme disait, est-ce qu'il y a un ciment potentiel, ou est-ce qu'on est sur un parti d'opportunité ? Autre élément intéressant dans l'étude, qui colle bien au discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'on a l'impression d'un parti quand même pas mal de premier de cordée, puisque une grande majorité est issue de cadres supérieurs, issus du privé ou des professions libérales, en même temps avec des propriétés de partis plutôt classiques de gauche, c'est-à-dire peu d'engagement religieux. Mais comment vous voyez cet objet que nous, on a du mal encore à définir, on va être très franc. Comment vous le voyez, vous, de l'intérieur ? Quand on le vit quotidiennement et quand on le vit avec les adhérents, il y a une vraie cohésion. Il y a une vraie cohésion qui a été certes portée par la présidentielle et le fait d'être tous unis à un moment qui était très symbolique et qui était très fort, c'est-à-dire de porter quelqu'un au pouvoir. Mais encore aujourd'hui, comme c'est un mouvement qui est composé en grande partie de gens qui n'avaient pas fait de politique avant, mais qui avaient cette appétence pour la politique, qui avaient très envie, qui étaient aussi engagés par ailleurs. Parce que ce qui fait aussi le fil conducteur, c'est que tous ont ou avaient un engagement associatif. Essentiellement associatif, très peu syndical, mais essentiellement associatif. C'est vraiment un fil conducteur. Et on le retrouve quand même, malgré des divergences qu'il peut y avoir de temps en temps, cette cohésion-là autour d'une envie de débattre, d'une envie de participer, d'une envie d'être partie prenante dans la politique européenne, dans la politique locale, dans la politique nationale. Et sans aucun doute que nous aurons à construire quelque chose, un ciment qui pourrait s'appeler le progressisme et qui va s'appeler le progressisme et voilà, auquel on va travailler à la fin du mois pour la Convention. Mais je voudrais rebondir sur l'Europe parce qu'il y a des choses qui sont des socles. Il y a des valeurs qui sont des socles à La République En Marche et l'Europe en est un qui est fondamental. Je n'ai pas entendu un seul marcheur, moi, autour de moi, me dire non, l'Europe, ça ne m'intéresse pas ou les européennes, ça m'intéresse pas. d'euros dubitatifs, selon l'étude de Terranova, ce qui fait pas beaucoup. Vous proposez, ou eux proposent d'ailleurs très très souvent de faire des débats sur l'Europe, de faire des ateliers sur l'Europe, de faire venir un député européen. Récemment, à Aix-en-Provence, on a un comité qui a fait un débat avec un député européen. Ce sont des sujets qui les intéressent énormément et la ministre Nathalie Loiseau disait lors de la restitution de la GME qu'elle avait eu, il était ressorti des consultations citoyennes, donc qui elles sont beaucoup plus larges, mais ça veut dire que quelque part, et chez les marcheurs c'est un socle, mais ça peut l'être aussi pour d'autres citoyens, la nécessité d'une armée européenne par exemple qui était ressortie. Voilà. Ils ont vraiment des idées très précises sur ce qu'ils souhaitent pour l'Europe de demain. Et ça, c'est un vrai socle. Et aussi la lutte contre le chômage, je pense, et l'éducation. Enfin, l'éducation, c'est ressorti. Ça fait partie des thématiques qui sont très intéressantes. On a, pour les marcheurs, on a accueilli il y a très récemment Frédérique Vidal à Aix-en-Provence.
voilà, quand une ministre comme Frédérique Vidal vient ou comme Jean-Michel Blanquer, ça fait toujours un carton parce que l'éducation les intéresse énormément. Et sur, par exemple, ce fil conducteur qui est aussi celui des réformes, vous allez retrouver protéger, libérer, protéger, unir. Ce fil conducteur qui est celui des réformes, vous le retrouvez aussi chez les marcheurs. Manuel, vous voulez rebondir? Moi, j'entends bien le socle de l'Europe, effectivement, c'est depuis la campagne électorale. Hein, c'est un des fondamentaux d'Emmanuel Macron. En revanche, là, c'est une interrogation que j'ai. Hein, j'ai pas de réponse encore. Je pense qu'il sera intéressant d'interroger la stratégie politique autour de l'Europe, qui est celle mise en place en ce moment par et le gouvernement et aussi le mouvement sur le progressisme contre les extrémismes. Ça permet aussi d'éluder des questions très politiques sur comment on construit l'Europe en faisant une espèce de voile politique très clivant et qui peut-être empêche d'avoir vraiment une réflexion politique très fine sur ce qu'on veut faire de cette Europe. Parce que faire l'Europe, il y a beaucoup de gens qui veulent faire l'Europe, mais de façon très très différente. Juste une petite incise sur le lancement sinon de la campagne, en tout cas de la pré-campagne européenne à Paris, qui a eu lieu il y a 3 semaines. Je suis allé interroger un certain nombre de gens dans la salle. Voilà, tous ne sont pas des chercheurs en sciences politiques ou des politiciens, mais ce qu'ils me disaient de l'Europe, en disant on veut une Europe pragmatique, réaliste et optimiste, en gros, c'est ce qu'on me disait. Pas beaucoup social. Hein, mais qu'est-ce que ça veut dire une Europe pragmatisme, optimiste et voilà, je crois qu'au-delà de l'Europe, il va falloir interroger cette histoire-là. C'est un point fort de l'étude, je vous coupe, excusez-moi, parce que la conclusion de l'étude dit pas mal de cela. C'est-à-dire que les 2 référentiels de En Marche, au bout d'un an de pouvoir, c'est la personne d'Emmanuel Macron. Il y a un parallèle qui est fait, qui n'est pas inintéressant, parce qu'en plus, on n'arrive pas à le saisir encore bien, mais avec le M5S, aussi, une partie très anti-système en apparence, alors que, bon, finalement, 75% des adhérents, des répondants, en tout cas, trouvent que la démocratie française, elle se porte plutôt bien. Donc l'anti-système s'arrête aux bornes de la démocratie telle qu'elle existe en Ve République française, mais aussi sur la fragilité, finalement, d'avoir comme point nodal l'Europe, vu sa fragilité. Enfin, vous en parlez assez bien dans la conclusion. Oui, je trouve que c'est un point qui est tout à fait essentiel dont on parle. Au cours des 20-30 dernières années en France, une véritable bataille d'interprétation a eu lieu sur la question de l'Europe. Au fond, au moment de la ratification du traité de Maastricht, c'est effectivement le grand combat entre les souverainistes et les intégrationnistes. Et il est ce combat exemplifié de manière magnifique par le débat entre François Mitterrand et Philippe Séguin. Et puis progressivement, il va y avoir une intensification de la signification du combat politique de l'Europe, avec effectivement apparaissent une revendication d'une Europe plus à gauche, l'Europe sociale, l'Europe protège, mais elle protège, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit l'Europe protège? Ça peut vouloir dire aussi qu'elle ne remettrait pas en cause les systèmes de protection sociale nationaux, et puis l'autre interprétation qui est l'Europe et les frontières. Et depuis 15-20 ans, en France, il y a une bataille sourde, très importante, en toile de fond de la question européenne. Emmanuel Macron essaye de remettre, au fond, au premier plan le premier combat, celui relatif à l'intégration de la France dans l'Union européenne. Et c'est vrai qu'on l'entend moins et qu'on voit moins la République En Marche sur cette autre ligne de débat, ce dont vous voulez parler, qui est l'Europe, d'accord, mais pourquoi faire, au profit de qui, au bénéfice de qui, vers quelle politique publique européenne, quel impact entre l'Europe et les politiques publiques nationales. Et au fond, c'est ça qui est le cœur du débat politique sur l'Europe. On en trouve des traces dans notre étude, par exemple nos 5 profils. Si vous regardez ce qu'on dit sur les conservateurs libéraux, globalement très européens, bien sûr, mais lorsqu'ils expriment des doutes sur l'Europe ou des craintes ou des points d'interrogation, c'est sur les questions de frontières. Les progressistes égalitaires qui viennent de la gauche, lorsqu'ils ont des craintes, des interrogations, des doutes sur l'Europe, c'est aussi un peu sur est-ce que l'Europe ne va pas un peu renier sur le modèle social français. Donc on voit qu'à l'intérieur de la République En Marche, de manière sourde, parce qu'effectivement la toile de fond
est incontestablement un engagement pro-européen très important des marcheurs, mais derrière, on trouve les autres lignes de front qui existent beaucoup dans l'ensemble de l'opinion française, qui est l'Europe, pour qui, pourquoi, au profit de qui, pourquoi faire exactement. Et c'est vrai que le discours sur il faut une Europe qui protège, etc., les Français l'entendent depuis de très nombreuses années, mais c'est un peu virtuel comme discours. Ils attendent de voir à quoi ça correspond exactement, une Europe qui protège. Laurence Petel, c'est parce qu'on a une série en cours d'articles et d'analyses sur Mediapart sur le débat piégé de libéralisme versus illibéralisme, qui essaie d'imposer, avec un certain talent, Emmanuel Macron face à Viktor Orban, dans un espèce de pas de deux qui arrange tout le monde. Mais est-ce qu'effectivement, la complexité du débat et des questions européennes ne passe pas par pertes et profits dans un tel face-à-face et est-ce que l'Europe ne mériterait pas mieux de la part d'Européens aussi fervents que justement un débat un petit peu simpliste? Le débat qui consiste à dire qu'aujourd'hui on a une urgence en Europe, je ne pense pas qu'il soit simpliste. Et je pense qu'il est majeur. On a une urgence à faire prendre conscience que l'Europe est utile, qu'elle a porté quand même des années de paix sur ce continent. Et ce n'est pas un débat simpliste. Après qu'il faille effectivement, au-delà de ce clivage entre les progressistes et les nationalistes, parce qu'il existe ce clivage. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui le pose, il existe. Il est en train il a émergé et il nous impose une urgence. Au-delà, il y a des sujets qu'il faudra effectivement débattre au sein de La République En Marche, mais on a déjà des sujets dont on a débattu et qui ont été posés très clairement. Les travailleurs détachés, on a les GAFA, la problématique des GAFA, on a les sujets migratoires qui ont déjà été posés sur la table. Donc on n'est pas allé à la surface des choses avec ces sujets-là. Sur les questions migratoires, peut-être un peu aussi quand même. Mais on en a débattu aussi au sein des comités locaux, dans les départements. Moi, j'en ai discuté avec certains de mes adhérents qui sont aussi bénévoles dans des associations qui s'occupent de migrants. Donc ce ne sont pas des sujets qu'on élude et je pense qu'on va continuer à en débattre, ça c'est certain. Bien, eh bien on continuera à en débattre ici aussi et j'espère que vous reviendrez pour en débattre.